Bien, je vous propose de reprendre le cours de cette journée et nous allons donc aborder maintenant la question de l'art et de la transformation de l'espace public. Effectivement, une des questions que va aborder avec nous notre première intervenante, c'est Mariette Sibertin-Blanc, qui est maître de conférence HDR d'urbanisme aménagement et qui travaille au sein du laboratoire LIST-CIE, une UMR du CNRS à l'université Toulouse 2 Jean Jaurès. Et là, je crois qu'une des premières questions qui se posent, c'est pourquoi transformer l'espace public? Effectivement, nous sommes dans des sociétés qui évoluent, dans des formes urbaines qui ont évolué. On le voit bien, la ville d'aujourd'hui n'est pas la ville du 19e siècle, elle n'est pas la ville du 18e siècle. Donc les espaces urbains évoluent. Ils évoluent au gré des besoins, je suppose, ou en tout cas des désirs des différents habitants et de la société. Et je crois que vous allez essayer de nous remettre un petit peu tout cela en perspective. Mariette. Oui, parfait. Très bien, merci beaucoup. Donc c'est vrai que je vais avoir... alors je n'ai pas de PowerPoint, je n'ai pas d'image, j'ai des mots et plutôt des questionnements à vous proposer. Donc je suis enseignante chercheur en géographie aménagement. Mes recherches portent effectivement sur l'action culturelle territoriale, donc je pense que c'était au départ à ce titre-là qu'on m'avait proposé d'intervenir. Également, je suis responsable d'un master aménagement et projet de territoire, dans lequel je tente de persuader les étudiants que travailler avec les acteurs culturels, les acteurs artistiques peut venir enrichir ces projets de territoire, voire les bousculer. Donc non pas les instrumentaliser, Dani, non, mais voilà, venir se faire bousculer par les artistes et les acteurs culturels. Alors finalement, je ne vais pas aborder cette question-là, mais bien plutôt celle de la transformation des espaces publics. Donc c'est vrai qu'au départ, je devais intervenir en début de matinée, puisque la question qui est posée dans le programme, c'est finalement la capacité de l'art à transformer les espaces publics. Mais dans cette question, il y a une sorte d'implicite qui serait « il faut transformer les espaces publics ». Et donc ce que je propose d'explorer avec vous, c'est comment les espaces publics, dans ce qu'ils sont et en particulier dans la définition qu'ils ont dans les sciences humaines et sociales et en particulier en géographie, viennent finalement poser un certain nombre de questions à l'action urbaine. Et je vous laisserai faire par vous-même en quelque sorte tous les parallèles et construire tous les échos qu'il peut y avoir entre problématiques urbaines et problématiques culturelles et artistiques. Donc je vais développer 3 points. Un premier point sur la difficulté et le foisonnement des définitions autour des espaces publics. Alors il nous a pas mal été rappelé tout à l'heure par mon collègue de l'ISDAT qu'on pouvait aussi considérer l'espace numérique comme étant un espace public. Je vais m'attarder néanmoins aux espaces publics urbains, puisque c'était le sujet, en tout cas, c'est le fil conducteur de ce programme. Déjà, peut-être rappeler qu'on a, dans les sciences humaines et sociales, tendance à distinguer l'espace public au singulier, qui est un espace public immatériel, où se situe le débat et notamment des positionnements de bourgeois au XVIIIe siècle vis-à-vis du pouvoir. C'est tout ce qu'a développé Habermas en sociologie, histoire et beaucoup repris en sciences politiques. Et pour ce qui est de l'utilisation du terme d'espace public en géographie, en aménagement, urbanisme, le terme apparaît beaucoup plus tardivement et est utilisé plutôt pluriel. Donc on est sur les espaces publics avec une dimension beaucoup plus matérielle qui vient évidemment questionner l'action sur la ville, dans la mesure où pendant longtemps l'espace public dans la ville, c'était les espaces publics, c'était les espaces non construits. Même si ça nous a été rappelé pour Barcelone, le plan Cerdà par exemple avait envisagé bien des espaces non construits comme ayant une fonction d'échange, mais avec néanmoins des fonctions très attribuées
la circulation, la fonction commerciale par exemple, en étaient deux fonctions principales. Alors généralement, on a trois caractéristiques, je vais dire, des espaces publics, en particulier en aménagement et urbanisme. C'est d'abord les espaces publics comme étant des construits dans leur matérialité. Il y a une place, un parc, un boulevard. C'est une construction qui généralement correspond aussi à des nœuds dans le fonctionnement de la ville. Un des objectifs, bien entendu, de l'urbanisme, c'était bien de contrôler ces nœuds et ces lieux non construits. Ce qui m'amène à rappeler la deuxième caractéristique principale des espaces publics, qui est finalement qui constitue des lieux de pouvoir, d'expression du pouvoir. Là, je peux juste rappeler tout l'enjeu en France actuellement, le samedi après-midi, de la qualification des espaces publics dans certains espaces, où viennent se confronter un pouvoir et des revendications de partage du pouvoir. Et on voit bien tous les débats aujourd'hui sur les lieux de manifestation, les lieux de parcours des manifestations, renvoient bien entendu à ces échanges, et les lieux de collision sont loin d'être anodins. Troisième caractéristique, beaucoup de recherches en géographie et dans la compréhension des villes se sont attachées à analyser les espaces publics pour finalement comprendre le fonctionnement des villes. Et en particulier, on a deux modèles urbains assez, on va dire, typés, mais il y a bien sûr des déclinaisons pour chacune. D'abord, des espaces publics où, dans la ville dense, dans la ville plutôt occidentale d'ailleurs, qui sont des lieux d'échange, de confrontation assumés, où les regroupements, l'effet carrefour des espaces publics est tout à fait revendiqué. Et puis, se sont développés d'autres modèles urbains, notamment à la périphérie des villes, et puis notamment je pense à l'Amérique du Nord, où les espaces publics n'ont pas du tout cette fonction d'échange et de confrontation, mais sont plutôt des espaces de transit, voire de fracture dans des villes très fragmentées. Certains iront jusqu'à dire des villes ghettoisées, où là l'espace public est plutôt considéré non pas comme un lieu d'échange et d'interaction, mais plutôt comme autant de barrières qui, notamment, par exemple, peuvent séparer des quartiers. Alors, à ces trois caractéristiques, qui sont beaucoup analysées aujourd'hui, je ne l'ai peut-être pas dit, mais c'est vrai qu'en aménagement urbanisme et dans la recherche en géographie urbaine aujourd'hui, c'est une notion qui est très utilisée, très débattue aussi. Et on voit bien que cette saisine de cette notion s'explique aussi par des brouillages qui petit à petit s'imposent pour la compréhension de ce qu'est la ville contemporaine et de ce que sont les sociétés urbaines. Donc je peux citer plusieurs brouillages, notamment le brouillage public-privé, puisque pendant longtemps, je reviens sur un élément de définition, l'espace public c'est un espace dont a priori la domanialité est publique. Donc il y a bien cette idée d'ouverture et de domanialité publique, je m'arrête là, parce que je crois que c'est assez clair. Et finalement, aujourd'hui, on voit bien qu'on assiste à un double mouvement, un mouvement de privatisation de l'espace public et un mouvement de publicisation, en quelque sorte, de l'espace privé. Donc là, je donne deux exemples très faciles
je crois, à repérer dans nos pratiques, c'est l'importance dans certaines périphéries urbaines, notamment compris les galeries marchandes, qui sont des galeries marchandes, donc des espaces tout à fait privés, mais qui jouent bien un rôle d'espace public comme étant un espace de confrontation, d'échange, de déambulation, d'expression sociale assumée. L'inverse est également tout à fait visible. La privatisation de l'espace public, c'est aujourd'hui une problématique dont on entend beaucoup parler, avec, alors l'exemple peut-être le plus commun, c'est l'effet de terrasse, toutes ces terrasses de café qui s'installent dans des espaces publics et qui finalement obligent à des pratiques privées, commerçantes, marchandes, pour fréquenter des espaces initialement donc publics. Donc c'est un premier brouillage entre public et privé. Un deuxième brouillage, c'est celui entre ce qui relève de l'intime et ce qui relève du collectif, puisque alors on a souvent tendance à dire que l'espace public c'est le lieu de la cohésion, de la rencontre, mais c'est aussi l'espace de conflit, c'est aussi l'espace de la différenciation, c'est aussi l'espace de la mise à distance. J'y reviendrai un petit peu. Et on voit bien que dans l'espace public se joue certes un enjeu de faire ensemble, faire cohésion, mais aussi se joue beaucoup d'interactions interpersonnelles. Donc le côté un peu parfois enjolivé de l'être ensemble n'est pas forcément aussi simple. Et puis un autre brouillage, mais qui